Bonjour et bienvenue dans Afrique le jour d'après, le cycle de 4 webconférences du Monde Afrique. Aujourd'hui, notre rendez-vous nous amène à nous interroger sur la place des artistes dans la conception de l'Afrique de demain. Alors il chante, il peint, il écrit et il réenchante nos vies. Depuis le début de la crise sanitaire, l'artiste nous accompagne dans notre quotidien. Ses œuvres sont à nos côtés, au cœur de nos solitudes confinées, et c'est important. Mais l'artiste n'est pas là seulement pour nous mettre du baume au cœur. Il a un rôle bien plus profond. On l'a vu avec des diffusions de clips sanitaires par les musiciens, des graphes de prévention dans les rues par les street artistes. Il est omniprésent dans la cité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est encore plus profond. C'est ce qui se cache derrière ces messages. C'est ce rôle d'éveilleur des consciences qu'il a, sa capacité à nous permettre de voir plus loin. Pour discuter ce sujet majeur pour l'Afrique de demain, j'ai 4 grands témoins à mes côtés. Ils sont en direct avec nous du Maghreb, d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest et j'aimerais vous les présenter. Maï Binebine, vous nous répondez depuis Marrakech au Maroc. Bonjour Maï. Bonjour Marilyn. Alors vous, on voit vos œuvres picturales au Guggenheim à New York. On lit vos romans dans une dizaine de langues. Vous êtes présent à beaucoup de rendez-vous d'art contemporain. Vous êtes un artiste engagé, si cette expression a du sens. Je rappellerai juste au passage que votre père était fou du roi 62 et qu'un de vos frères a passé 18 ans dans ces geôles. Qu'on comprenne bien d'emblée toute la complexité de votre rapport aux politiques. Issa Diabaté, vous nous répondez depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Issa. Bonjour Marilyn. Alors vous êtes architecte, un métier aux confins des arts et des artisanats, un métier de visionnaire aussi, d'autant que vous êtes un militant de l'habiter autrement, cette façon d'ancrer la construction dans la durabilité des cycles naturels de l'environnement ou de l'eau. Par vos multiples chantiers, vous nous aidez à penser la ville plus loin, la société de demain. Vous nous en parlerez. Sylvie Diklopomos, vous nous répondez en direct de Brazzaville au Congo. Bonjour Sylvie. Bonjour Marilyn. Alors, Maman Sylvie, comment vous appelle là-bas? Vous êtes la patronne du Mansina sur scène, festival international de théâtre, fondé avec Dieudonné Nyanguna, le metteur en scène opposant au chef de l'État. Aujourd'hui, vous dirigez aussi la compagnie Ludo Sylvie et vous administrez la fabrique culturelle Gare aux pieds nus. Autant de bouffées d'oxygène dans un pays pauvre qui souffre d'un très fort endettement et où la vie n'est pas toujours facile au quotidien. Franck Herman Ekra, vous nous répondez depuis Paris, même si d'ordinaire vous êtes à Abidjan. Bonjour Franck. Bonjour Marilyn. Alors vous êtes analyste politique et critique d'art, fondateur du Lab NESDEM, le laboratoire d'innovation et d'action publique. Vous estimiez il y a quelques jours dans un entretien au Monde Afrique que la crise du coronavirus, en ébranlant les certitudes, peut nous faire avancer vers un nouveau monde. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Donc à tous, merci d'être avec nous pour une heure de débat. Sylvie Diklopomos, c'est avec vous que nous allons commencer. Alors votre pratique, votre carrière montre que le politique et l'art sont intrinsèquement liés. Vous répétez que la culture est primordiale dans un pays comme le Congo, mais je voudrais que vous nous expliquiez ce que votre art peut apporter aux populations dans un pays qui est classé parmi les plus pauvres, les plus endettés, et où la première quête quotidienne, c'est la nourriture pour mettre quelque chose sur la table du dîner. Alors Sylvie, qu'est-ce qu'apporte l'art? Dans un pays pauvre comme le Congo, comme vous le dites, pays pauvre, entre griffes, l'art a une importance très capitale au sein de la population. L'art contribue à donner du baume au cœur de la population qui est meurtrie par des crises financières, par des crises sociales. Donc, nous, à travers notre festival Mansina sur scène, à travers ma compagnie et à travers la fabrique culturelle, nous essayons de donner de la joie aux populations en donnant des spectacles dans différents quartiers de Brazzaville. Parfois, la population qui n'a pas de quoi se mettre sous la dent, mais
on invite la population au spectacle, à la culture et sans les moindres frais. Donc, nos spectacles sont gratuits pour l'instant, sont gratuits et voilà, nous essayons d'améliorer le quotidien de la population par nos spectacles, des compagnies d'ici et des compagnies qui nous viennent d'ailleurs aussi. Merci, merci Sylvie. On creusera ce sujet-là et vous sous-tendez le sujet des subventions, mais on en parlera tout à l'heure. Maï Binebine, vous en direct de Marrakech, je voudrais que vous répondiez à la même question, même si autre lieu et structure de la société est un peu différente. Alors, qu'est-ce que dans la société marocaine, une société qui bouge beaucoup, qui change beaucoup, une société qui est très différente de la société congolaise dont on vient de parler, qu'est-ce que l'art permet de faire? Pourquoi il est aussi important et aussi vital? Alors, Maï, avec le micro, Maï. Évidemment, évidemment. L'art est vital, bien sûr. L'art est vital. Et ce que nous essayons de faire avec l'art, c'est de faire rêver les enfants chez eux, dans leur pays. Nous essayons de leur montrer que nous sommes dans un continent splendide et qu'on peut rêver chez soi. Et donc, avec le cinéaste Nabil Ayouch, nous avons créé des centres culturels dans des bidonvilles. Après les attentats de 2003, 14 jeunes sont sortis d'un bidonville qui s'appelle Sidi Moumen et qui ont fait un carnage dans Casablanca. J'ai écrit un roman qui s'appelle Les Étoiles de Sidi Moumen qui a été adapté au cinéma par Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu. Et on a gagné vraiment plein de fric. Et on s'est dit qu'il faut peut-être rendre ce fric à ces enfants qui ont été… D'ailleurs, le film, Nabil a utilisé les enfants comme acteurs. C'est-à-dire, on les mettait dans des appartements, on les nettoyait, on les lavait, on les habillait, et il fallait revenir jouer leur rôle. Ça a duré pendant quelques mois. Et donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour ces enfants. Et on a créé un premier centre culturel à Sidi Moumen, qui accueille aujourd'hui 1000 enfants. Et depuis, on n'a plus arrêté. On a créé 3 autres centres. Donc, on en a 4 ouverts à Tanger, Fès, Agadir. Et là, on en ouvre 2 autres à Marrakech et Essaouira. Et celui de Marrakech, évidemment, va être le plus beau parce que c'est chez moi. Forcément, Maï. Donc, l'art contre le terrorisme, c'est un point important et c'est déjà un élément de réponse sur la place de l'art dans la société. Sylvie, vous aussi, vous faites beaucoup de choses dans des banlieues et dans des lieux qui sont très compliqués et très, très défavorisés. Vous nous en dites un petit peu plus, vous aussi? Oui, nous faisons beaucoup de choses également, surtout avec le festival Mantina sur scène. Nous avons des ateliers de formation que nous menons dans des quartiers, dans différents quartiers de Brazzaville et avec la fabrique également. Nous collaborons avec des structures d'ailleurs qui viennent pour animer des ateliers et avec des artistes d'ici également. Nous animons des ateliers de scénographie, des ateliers de jeux d'acteurs en forme des jeunes au métier des planches. Il y a aussi des ateliers de marionnettes, des ateliers d'écriture. Donc, concernant l'atelier d'écriture, à la dernière édition, donc en octobre dernier, on a créé un partenariat avec La Chartreuse, qui est une structure à Avignon. Et donc, La Chartreuse nous envoie un conseiller en art dramatique qui vient, voilà, ensemble, nous animons des ateliers d'écriture. Et en dehors du Festival Mantina sur scène aussi, la fabrique culturelle Gare aux Pieds Nus travaille avec des jeunes du quartier, des jeunes qui sont là, ancrés dans la violence, parfois. Et on prend ces jeunes, on les invite à Gare aux Pieds Nus, ils sont là, on les forme au métier de jeu d'acteur, de scénographie, voilà. Donc nous travaillons avec les jeunes, nous essayons de donner aussi un métier aux jeunes. Donc les sortir et les de enfants leurs sont conditions, très intéressés également. j'imagine, Oui. les sortir de leurs conditions et leur montrer
un futur, ce qui est aussi le cas de ce que fait Maï de façon différente dans sa ville. Alors, Issa Diabaté, je voudrais qu'on se tourne vers vous maintenant. Donc, Issa Diabaté en direct d'Abidjan. Vous avez un regard un petit peu différent puisque votre art, c'est l'architecture et que l'architecture permet aussi de toucher à la société, de changer la société. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment l'architecture est aussi un des arts qui va permettre de transformer la cité, de transformer la société. Dites-nous. Alors, l'architecture et l'urbanisme ont toujours été des outils de transformation de la société, non seulement des outils politiques, mais des outils aussi géographiques, en fait, pour pouvoir administrer une société. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que en Afrique, notamment, je pense que l'architecte a quelque part la latitude de reprendre cette prérogative en imaginant des espaces urbains qui sont un petit peu différents de ceux qu'on connaît et qui peuvent justement se nourrir des progrès que nous avons faits récemment, notamment tout ce qui concerne les nouvelles technologies, se nourrir également d'une dynamique qui est locale. Je parle notamment de la croissance démographique. Donc, se nourrir en fait de tous ces ingrédients pour pouvoir réinventer des espaces urbains de demain. Et ces espaces urbains ne sont pas des espaces qui vont être pensés uniquement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et je pense que ce qui est intéressant en Afrique, c'est quelque part la virginité du continent qui nous permet effectivement de penser à un nouvel urbanisme qui se décline différemment de ce qu'on connaît et qui peut s'appuyer effectivement sur certaines avancées technologiques. Alors j'aimerais que vous nous donniez deux ou trois précisions parce que ce travail sur la ville, c'est quand même quelque chose d'essentiel à l'heure où on sait qu'on a à peu près 600 millions d'urbains aujourd'hui en Afrique, qu'on en aura 900 millions d'ici 2050. Donc comment est-ce que vous travaillez sur la ville et quel est à vos yeux ce noyau essentiel, cette dimension essentielle qui va faire que la ville, elle peut tout à fait être humaine et que en tant qu'urbaniste, en tant qu'architecte, c'est ce à quoi vous travaillez. Dites-nous un petit peu. Alors la première dimension, c'est une dimension de vision. Déjà, en tant qu'Africain, comment est-ce qu'on se projette dans nos espaces futurs de demain? Ensuite, évidemment, en tant qu'architecte, en tant que professionnel, on se doit d'apporter des réponses qui soient quand même tangibles, donc pas théoriques, mais tangibles. Alors nous, ce que nous avons fait en tant qu'architecte, c'est que depuis quelques années, nous avons décidé de devenir architecte-développeur, c'est-à-dire, en gros, qu'en tant qu'architecte, nous pensons également les espaces, mais de façon collective. Comment est-ce qu'on commence à penser 32 logements plutôt qu'un seul? Quel impact ça va avoir sur les comportements, sur par exemple la mise en commun d'un certain nombre de commodités, l'électricité, le groupe électrogène, le jardinage, etc. Comment est-ce qu'on agrège en fait ces énergies pour pouvoir gérer ces espaces différemment? Alors vous imaginez que quand vous partez de 32 logements, nous allons vers une opération où nous allons aux alentours de 200, 225, 230 logements. C'est une opportunité extraordinaire pour, par exemple, adresser des questions comme la mixité sociale, la mixité fonctionnelle, les espaces verts, la durabilité, le type d'habitat collectif en Afrique. Donc, tout ça qui peut se décliner, par exemple, au travers du tri collectif, de la création de compost, ça va même jusqu'à l'éducation. Et tout ça, en fait, peut se décliner au travers de programmes urbains qui sont complètement autonomes et échappent complètement à, quelque part, la vision d'État ou l'absence de vision d'État qu'on a souvent dans nos géographies. Donc, c'est une façon de prendre ses responsabilités et puis de tester des modèles qui pourraient éventuellement être les modèles de demain. Oui, et qui vont permettre un vivre ensemble beaucoup plus fort que ce que ne permet, ou plutôt ce que ne permet pas une urbanisation beaucoup plus anarchique. Franck Ekra, je voudrais qu'on vous donne maintenant la parole. Je voudrais lorsqu'on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez confié que ce débat vous renvoyait à une phrase d'un grand écrivain ivoirien, Bernard Dadier, qui vous avait dit un jour, à propos des politiques,
quand eux et moi dormons, nous ne faisons pas le même rêve. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase? Moi, je l'entends à travers tout ce qui est dit, tout ce qui vient d'être dit, mais comment est-ce que vous mettez en lien le travail artistique et le travail politique? Qu'est-ce que c'est cette frontière entre les deux qui n'est pas, qui est difficile à combler? Dites-nous, Franck. Je vous remercie de citer Bernard Dadier, qui est le père des littératures de Côte d'Ivoire. Et son mot est quand eux et moi, nous dormons, nous ne formons pas le même rêve. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il entendait par là. Il me semble que aujourd'hui, je peux dire qu'il avait conscience de l'instrumentalisation politique potentielle de son verbe et du fait que les artistes et les politiques sont dans des temporalités différentes. L'artiste est un dévoreur d'art, il est chronophage, tandis que le politique, comme l'intellectuel, je veux dire, le chercheur, est un amateur d'art. Il est chronophile. Et donc, faire coïncider les deux dans une même pratique, Bernard Dadier l'a fait avec, de même que Léopold Sédar Senghor. Et dans leur esprit ou dans l'entendement de Dadier, cette dissociation entre le politique et le culturel vient du fait que les hommes politiques traditionnels ont un regard sur les pratiques artistiques qui est un regard qui a tendance à les relativiser, à relativiser leur portée. Et on est entré, en tout cas moi je suis entré comme le monde de la culture sur le continent en Covid par deux pertes majeures. La première, celle de Jean-Michel Denis, journaliste culturel, qui était un des meilleurs connaisseurs des musiques africaines, et la seconde, celle de Manu Dibango. Et Manu Dibango, en juin dernier, me disait à Abidjan, en évoquant le ministère Jack Lang, il me disait la chose suivante, c'était le temps des possibles. Et, Jack Lang vient de s'exprimer dans les colonnes du Monde, d'ailleurs, en demandant un New Deal pour le leadership culturel. Je serais tenté de lui dire chiche, parce que le politique, lorsqu'il est alimenté, lorsqu'il est revitalisé par la culture, peut nous amener vers une issue par le haut. Alors, merci de nous aider à faire bien cette jonction politique, culture, art. Je voudrais qu'on prenne tout de suite une question d'un de nos internautes, question qui nous est remontée par le fil WhatsApp du Monde Afrique, une question qui porte justement sur une des actions du politique sur l'art, qui est la censure. Je vous donne tout de suite cette question que l'on doit à Malik de Casablanca. Le pouvoir des politiques sur l'art passe par la censure. Que dit cette censure de la force des arts et du poids qu'ils ont dans la société? C'est intéressant parce que notre auditeur lit presque de façon positive la censure, en somme, sur ce que ça dit de la force de l'art. Maï, puisque c'est une question qui nous vient de Casa, c'est vous qui allez répondre en tant que regard artiste marocain sur le sujet, même si je sais que vous êtes cosmopolite. Maï, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Le politique s'est toujours méfié de l'artiste. Ici au Maroc, on le voit beaucoup. On a interdit des livres majeurs comme Le pain nu de Choukri. On a censuré des films. Il y a des choses absurdes. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris que nous aimons ce pays davantage, peut-être que l'artiste aime le pays davantage que le politique. Vraiment. C'est-à-dire, au Maroc, il y a nous avons vécu pendant
30 ans, 40 ans pratiquement, une période de dictature, hein, il faut dire les choses par leur nom. Il y avait ce qu'on appelle le mkhzen, qui est une toile d'araignée qui quadrille le pays, et les gens ont eu très peur pendant très très longtemps. Et il se trouve que pendant le Covid, là, on est très content de trouver cette toile d'araignée parce que maintenant, elle fait un quadrillage sanitaire. On est content. Mais enfin, c'est une machine qui a broyé beaucoup de monde. Et donc, pour le politique, ils sont idiots parce qu'ils pensent que écrire sur le terrorisme, écrire sur l'immigration clandestine, écrire sur je donne une mauvaise image du pays, ce n'est pas la vérité. J'essaie de corriger ce qui peut l'être. J'essaie d'arranger les choses. Mais nous ne sommes pas bien vus du tout par le pouvoir. Mais en creux, Maï, vous êtes d'accord avec notre internaute que ça veut dire que vous avez un poids très large. Si le politique est obligé de manier la censure, c'est aussi qu'il reconnaît le pouvoir de l'artiste. Absolument. Évidemment, il se méfie de nous comme du diable. Oui. Ouais. Ce qui est intéressant. Sylvie, est-ce que vous avez, vous aussi, vous vivez sur une zone qui n'est pas simple. Comment est-ce que vous lisez cette question de notre auditeur sur la censure? Sylvie, êtes-vous avec nous? Sylvie. Alors, Sylvie, rebranchez votre micro si vous entendez ma question. La liaison n'est pas simple avec Brazza. Donc, Sylvie n'entend pas ma question. Ah, si, Sylvie, je vous vois arriver. Oui, comment vous la lisez, cette question? J'ai entendu votre... Très bien. Mais notre internaute a tout à fait raison parce que même ici à Brazzaville, c'est la politique qui prime. On laisse peu de place à l'artiste. L'artiste n'a pas le dernier mot. Donc, c'est la politique qui gère tout, et l'artistique, et le social, voilà. C'est le politique qui est mis en avant. Mais comment voulez-vous, dans un pays comme Brazzaville, vous voyez un député, par exemple, aller faire un don dans un hôpital, on emmène des journalistes et des caméras pour aller filmer parce que le député va aller faire un don dans un hôpital. Vous voyez? Mais par contre, l'artiste, quand l'artiste prend l'initiative de faire des choses qui vont dans le sens d'égayer la population, pour le bien de la population, parfois on interdit. Donc, notre internaute a tout à fait raison. Mais vous ne croyez pas que derrière tout ça, ce que ça dit aussi, c'est que le politique, il a peur de l'artiste parce que est-ce que l'art n'est pas beaucoup plus fort en contenu que ne l'est la politique? Mais bien sûr, l'artiste est plus fort que le politique. Et moi, je dirais, à l'image de notre feu Rossi en RDC qui disait que le peuple gagne toujours, moi je dis que l'artiste gagne toujours, l'art gagne toujours. Voilà. Le politique a tout à fait raison d'avoir peur parce que l'art, c'est le pouvoir, c'est trop fort que la politique. Vous pensez la même chose, Maï, vu du Maroc, sur ses pouvoirs respectifs? Qu'est-ce qui intéresse le plus en somme? C'est l'art ou c'est la politique? C'est l'art, bien sûr. À part que l'artiste finit très souvent, enfin, il paye les frais. Tout à fait. Le film de Nabil Ayouch, Match Love, il raconte une chose que tout le monde voit, que tout le monde vit. Eh bien, on l'interdit au Maroc. On a peur de ce pouvoir de l'artiste. Et aussi parce que vous m'appelez et je parle avec vous. Vous voyez, là, il y a le monde entier qui m'entend. Et ça, c'est une chose qui dérange beaucoup. L'image dérange beaucoup. L'image dérange beaucoup. On vous appelle, on vous lit, on regarde vos œuvres, on va les voir dans les musées. Donc effectivement, on se rend compte que le poids de l'artiste est très très largement supérieur à celui du politique. Est-ce que c'est aussi votre regard, Issa, même si les choses sont très différentes pour l'architecture, mais est-ce que vous sentez aussi cette très large supériorité de celui qui fait sur celui qui dit, c'est-à-dire de l'artiste sur le politique? Oui, mais je pense que ça va même au-delà du politique et de l'artiste. Je pense qu'on est dans des environnements aujourd'hui où, pendant longtemps, et notamment les 2 dernières décennies, on s'est plaint de beaucoup de manques. On s'est plaint qu'il manquait ci, qu'il manquait ça, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça.
Et ce qu'on a un petit peu oublié, chemin faisant, c'est qu'il s'agissait en réalité de faire. Et moi, ce que je réalise, c'est vrai qu'à partir du moment où on s'autorise en fait de s'affranchir du politique, il y a une pléthore de choses qui deviennent possibles. Par exemple, quand je parle d'environnement urbain, ce ne sont pas des choses qui sont planifiées par le politique, mais qui sont des choses qui sont planifiées par le citoyen quand il voit effectivement qu'il y a un besoin d'apporter une solution. Et j'ai tendance à voir de plus en plus cette démarche comme une solution, notamment chez les plus jeunes. Pourquoi chez les plus jeunes? Parce que les plus jeunes ont grandi dans des environnements politiques très souvent dégradés, ce qui fait qu'en réalité, ils ont grandi en se prenant en charge eux-mêmes. Et du coup, on voit une jeune génération de gens sur Abidjan aujourd'hui qui peuvent vous rassembler 3 000, 4 000 personnes sans communication officielle, en utilisant des moyens qui sont tout à fait des moyens contemporains, comme Instagram, etc. Et chemin faisant, s'affranchissent complètement de la décision politique. Et je pense que c'est dans cette direction, effectivement, que tous les penseurs, créateurs, artistes devraient aller. Franck Ekra, c'est à vous que je vais donner la parole ensuite. Je voudrais que vous réagissiez vous aussi sur ce sujet, que vous nous apportiez votre regard, mais j'aimerais aussi que dans la foulée, vous commenciez à répondre à la question, la deuxième question qui nous est remontée par nos internautes, qui cette fois nous provient de Sénabou à Dakar. En quoi l'artiste diffère de l'intellectuel qui lui aussi aide à penser plus loin les sociétés? Puisqu'on sent derrière tout ce que vous nous avez dit qu'il y a une proximité de l'intellectuel et de l'artiste, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Alors à vous, Franck Ekra. Je vais répondre en donnant la parole à deux artistes, en fait. Le premier, c'est Dadier. Dadier, dans Béatrice du Congo, met en scène un dialogue entre un roi et un devin. Et le devin demande au roi, puis-je parler? Le roi lui répond, parle. C'est ce qu'un homme n'a pu dire de son vivant qui rend lourd son cercueil. L'autre artiste que je citerai, c'est Freddy Tsimba. Freddy Tsimba, plasticien congolais à Kinshasa, me disait il y a quelques jours, je ne suis pas artiste pour plaire. Et Freddy Tsimba ramasse des douilles sur des champs de bataille et il en fait des sculptures. Il a d'ailleurs monté une sculpture qui est visible au Palais de Chaillot à Paris, qui culmine à 3 mètres et qu'il a intitulée Porteuse de vie. Donc, en utilisant, en recyclant des douilles qui est destinées à donner la mort et en les reconfigurant dans une dimension esthétique. Donc, il y a dans la parole de l'artiste une dimension qui est une dimension performative, c'est-à-dire que le dire de l'artiste est un fait. Et c'est là où l'artiste a cette force. Alors, la différence, pour moi, les artistes sont des intellectuels, au sens fort de ce mot. Et je songe à Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba, comédien, acteur, réalisateur, et qui appartient également à la galaxie Dadier, est en exil, hors de son pays, pour avoir voulu saisir le temps par sa caméra. Et le statut de l'artiste est tel que, sur le continent africain, que les oiseaux du ciel ont des nids, les renards des tanières, mais certains des plus grands fils d'Afrique n'ont pas où reposer la tête dans leur propre pays. Et ça pose la question justement de l'interrogation de l'art sur le politique. Oui. Maï, vous voulez réagir vous aussi à cette question? Maï Binebine, rebranchez votre micro. Voilà. Dites-nous, vous avez une réaction vous aussi sur ce sujet? Je crois que l'artiste a une préoccupation, c'est-à-dire il y a un mot qui
qu'on a ringardisé, qui s'appelle l'humanisme. On a ce mot-là, il est devenu ringard. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites qu'il est devenu ringard? Pour les politiques? Je le vois dans tous les débats. On parle du profit, on parle de ceci, on parle de cela, mais on parle moins de l'homme. Moi, j'ai l'impression que l'artiste veut remettre l'homme d'abord, la nature d'abord, et après on parle du profit. Il faudrait inverser cette machine où c'est le profit, et après, tout le reste est au service du profit. C'est-à-dire, l'homme est une ressource, c'est un vilain mot, ressource. Non, tout le reste, ce sont des ressources, mais l'homme doit revenir au centre du débat. C'est-à-dire, l'humanisme, moi je pense que quand j'entends les gens parler, j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui a perdu. Il faut lui redonner son éclat, il faut redonner à l'humanisme sa vitalité, et l'artiste, c'est un peu son job. Oui. Sylvie, c'est aussi la façon dont vous voyez les choses. Vous aussi, quand on préparait ce débat ensemble, vous me racontiez, rebranchez votre micro si vous voulez, vous me racontiez comment, par l'art, en fait, on soignait aussi des populations qui seraient devenues folles sans art et simplement pris dans les chevaux politiques des aléas et des complications de la vie quotidienne. Sylvie. Oh oui, effectivement, ici à Brazzaville, nous avons vécu beaucoup d'événements qui ont causé du tort aux Congolais. Et actuellement, dans les rues de Brazzaville, on rencontre beaucoup de malades mentaux, beaucoup des gens qui ont perdu la raison, ils sont là à errer. Et parfois, quand on les regarde, ils ne sont pas vraiment, mais c'est juste quelque chose. Il y a eu un déclic et voilà que leur mental a disjoncté. Eh bien, pourquoi? Parce que peut-être après ces horreurs qu'ils ont vécues, comme nous n'avons pas la culture d'aller chez le psychologue, voilà, aller consulter pour un suivi. Et moi, je pense que l'art peut jouer ce rôle de psychologue. Voilà, des gens qui ont subi des horreurs, on les met, on prend des artistes qui viennent, qui font des spectacles avec eux, des ateliers avec eux pour guérir, pour essayer d'apaiser la souffrance, trop de choses douloureuses qu'ils ont vécues. Moi, je crois que l'art a aussi ce rôle d'éduquer, curatif, voilà, il a ce rôle curatif sur une personne, sur des populations. Est-ce que, Issa, c'est quelque chose que vous observez, vous, dans cette conception de la ville, dans cette conception d'une ville qui soit à dimension humaine? Est-ce qu'on observe que que justement l'art se met à dimension, à hauteur d'homme, et que ça donne des choses totalement différentes en termes de développement, en termes d'idées, en termes de vie ensemble? En réalité, c'est le véritable enjeu de l'urbanisme de demain. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit pas mal d'urbanismes qui fonctionnent à échelle macro et qui, in fine, ont besoin d'énormément de ressources pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est ce qu'on voit dans la plupart des capitales occidentales. En revanche, ce que nous avons comme opportunité chez nous, c'est de pouvoir continuer notre urbanisme en travaillant à échelle humaine. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il existe des exemples localement. Il suffit d'aller voir un petit peu, par exemple, à la périphérie d'Abidjan. Vous allez trouver, par exemple, un quartier, un village devenu quartier qui s'appelle Abobo Baoulé, qui est un quartier où il y a eu un chef qui a décidé à un moment donné qu'il ne voulait pas d'ordures sur les trottoirs, qu'il voulait des trottoirs plantés, qu'il voulait des bancs, qu'il voulait des arbres. Et ça donnait une espèce d'oasis d'urbanisme, en fait, à l'intérieur d'un quartier complètement désorganisé. Et on remarque, en fait, que ce qui permet ça, c'est la centralité, en fait, l'autorité centrale. À partir du moment où il y a un chef qui fonctionne à une dimension humaine, qui fonctionne à échelle humaine, vous allez voir que les citoyens aux alentours vont changer de comportement. Donc, il est important de garder cette dimension humaine. Et pour moi, le futur des espaces urbains doit se penser à échelle humaine,
quitte à avoir une succession, une collection, une collectivité d'échelles humaines, mais qui sont à chaque fois ramenées à un centre. Ce qui fait que quand on habite un quartier, on connaît l'autorité centrale de l'environnement dans lequel nous vivons, plutôt que dans le type d'environnement dans lequel on vit actuellement, où l'autorité centrale est complètement immatérielle. Et ça nous dit qu'il y a un degré, il y a un niveau tout de même de responsabilité, un échelon politique qui est plus à l'écoute de ce que l'artiste, de ce que les artistes, de ce que les gens qui pensent autrement peuvent imaginer pour créer une société beaucoup plus humaine, en clair. Absolument. Je pense effectivement que, en fait, le fait de permettre en fait ces différentes expériences au niveau de l'urbanisme peut apporter des solutions incroyables sur l'urbanisme de demain. Par exemple, quand on voit au Rwanda qu'on livre aujourd'hui des poches de sang à des cliniques qui sont difficilement joignables par réseau routier, en utilisant des drones et des rampes de lancement, ça nous amène forcément à nous interroger sur le poids des infrastructures sur l'économie d'un pays comme celui-là. Et donc, on peut faire la même chose avec l'éducation, avec la santé, avec tout un tas de choses. Et ça nous permettra en réalité d'explorer une troisième voie, une voie qui nous permet de nous affranchir finalement de tous les grands principes, non seulement d'urbanisme, mais de développement que nous avons en tête, un petit peu se permettre de réfléchir différemment et de voir le problème autrement. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là. En fait, ce que vous nous dites en creux, c'est et si on arrêtait de copier les modèles qui nous sont imposés quelque part, même de façon très subjective par d'autres continents, et si, de par nos artistes et de par tout ce qui émerge des sociétés civiles africaines, on arrivait à créer un autre modèle. Maï, qu'est-ce que vous en pensez vu du Maroc, Maï Binebine, pardon. Quand je m'occupais de cette histoire de Marrakech, capitale africaine de la culture, évidemment, je me suis battu pour créer des liens entre artistes africains, c'est-à-dire j'avais plus envie de découvrir Malik Sidibé à Paris, de découvrir Ousmane Sow sur le pont des Arbres. J'avais envie de les rencontrer chez moi puisque ce sont mes voisins. Et on a fait un travail absolument colossal pour organiser cette année. Évidemment, comme on sait très bien faire chez nous en Afrique, on a tout démoli à la dernière minute. Au dernier moment, donc c'est plus la ville. Voilà. C'était Rabat et donc voilà. Oui. Mais le mouvement est lancé quand même, Maï, non? Le mouvement est lancé et même le pouvoir est en train maintenant difficilement à comprendre que il va falloir s'occuper de la culture. Parce qu'à un certain moment, ça a été le parent pauvre. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a un budget, mais ridicule. Il n'existe même pas, pratiquement. Et donc, ils commencent à comprendre. C'est bien. Ils sont en train de faire des infrastructures exceptionnelles au Maroc. Le port Tangimed, la station solaire Mais oui, mais l'Afrique bouge, Maï. Tout ça, c'est bien. Mais l'humain, il est sur le carreau. C'est-à-dire, et on le voit là avec la crise du Covid, l'hôpital est dans un état scandaleux. Il y a une lettre terrifiante d'une jeune médecin qui a dit aux nantis, vous aviez l'habitude de vous faire soigner à Paris, à New York, eh bien maintenant il n'y a plus d'avions et il n'y a plus, de cliniques privées. Vous allez venir voir à quoi ressemble un hôpital public. Et c'est vrai que c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est bien de mettre tout pour c'est-à-dire favoriser l'économie, oui, mais l'humain est fondamental au centre. Il faut s'occuper de l'éducation, il faut s'occuper de la culture, il faut s'occuper de soigner les gens. Et voilà. Mais au Maroc, sérieusement, pour cette crise-là, on s'en tire bien. Hein, mais oui. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous apportez des regards différents puisque vous parlez de régions du continent qui sont très différentes. Et justement, Sylvie, à ce propos-là, c'est pas vous qui allez démentir que sur les subventions, ça le fait pas tout à fait et que on n'a pas intégré au Congo-Brazza, on n'a pas vraiment intégré l'art, les arts comme moyen de dessiner la société de demain.
Sylvie, avec le micro. Avec le micro. Dites-nous, Sylvie. Ah oui, Marilyn, le Congo-Brazzaville vit vraiment à une époque comme si nous étions encore au 15e siècle, parce que les structures culturelles ici, c'est presque inexistant. Et quand ça existe, c'est que ça a été occupé par des églises, des assemblées chrétiennes. La seule salle culturelle, salle de spectacle que disposait la ville, donc le CEFRAD, le centre de formation en art dramatique, donc le CEFRAD n'existe plus. La salle est tombée. Voilà, il y a eu des érosions et la salle est tombée. Donc, les subventions, on n'en a pas du tout. Je ne sais pas si le Congo est écarté comment dire, de la ligne principale ou je ne sais pas où c'est carrément écarté de la carte du monde. Mais déjà, avant de parler de la carte du monde, ici même, chez nous, au Congo-Brazzaville, pourtant, le ministère de la Culture a un budget voté en milliards, je dis bien en milliards, mais il n'y a pas du tout de subvention, il n'y a pas du tout d'aide aux artistes. C'est vrai qu'il y a une litanie ici, on dit que voilà, l'État-providence est mort. Mais en même temps, il y a un budget qui est là, voté en milliards, mais c'est pourquoi? Si l'État-providence est mort, pourquoi le budget de la culture voté en milliards? C'est pourquoi? Oui. Donc vraiment ici, l'artiste, il n'y a plus qu'une seule chose, l'artiste ne pense qu'à aller ailleurs, à s'exiler. Donc il y a la fuite du cerveau artistique. Oui. Aller ailleurs, construire sa vie ailleurs. Ce qui est un vrai problème, on en parlait tout à l'heure, mais l'exemple que vous donniez, Franck Ekra, c'était pour l'autre Congo, quand vous nous parliez de Freddy Tsimba, qu'on a vu apparaître. Et c'est vrai qu'un film comme le film Système K de Renaud Barré, qui est sorti il y a peu de temps et qui a été projeté sur les écrans en France et ailleurs, montre bien comment l'artiste, il se débrouille tout seul, il crée ses performances, il est voilà, et il essaie de survivre dans tout ça. Franck, je voudrais vous redonner la parole parce que je voudrais que vous nous disiez, est-ce qu'il n'y a pas un rôle différent de l'artiste en Afrique par rapport au vieux continent, de tout ce qu'on a entendu là, de ce qu'on s'est dit déjà depuis le début de ce débat? Est-ce que le rôle n'est pas très différent et plus fort hein, aujourd'hui de l'Afrique, en Afrique, pardon? Qu'en pensez-vous? Pour moi, il est certain que le rôle des artistes sur le continent est beaucoup plus important qu'il peut l'être ailleurs. Je citais donc Freddy Simba disant qu'il n'est pas artiste pour plaire. Les hommes politiques, eux, ont besoin de plaire. Et donc souvent, ils s'alignent sur les artistes qui sont comme en poste avancé, et en se disant, d'une certaine manière, nous sommes leurs chefs, donc nous les suivons. Et l'initiative des artistes sur le continent a permis de faire bouger les choses. Par exemple, l'activisme créatif qu'il y a à Ouagadougou avec le ballet citoyen, à Dakar avec Y'en a marre, dont un groupe, un collectif de rappeurs. Toujours à Dakar, la Maison des cultures urbaines que Didier Awadi et d'autres animent. Tous ces pôles-là sont des pôles mobilisateurs et fédérateurs. Étant donné, Issa Diabaté évoquait tout à l'heure la question de l'humanisation, ou en tout cas de la réhumanisation. Maï Binbin également. Et Issa ne parle pas, n'a pas évoqué l'expérience d'atelier spontané qu'il a mené dans le quartier précaire d'Adjoufou, où les populations se sont elles-mêmes approprié leur vision de l'esthétique. Les artistes et les artisans ont un rôle
très différent du rôle que l'artiste peut avoir dans les scènes mainstream occidentales. Ça, c'est certain. Et donc, leur idée, leur apport, c'est de porter l'imagination au pouvoir. Issa Diabaté, vous, avec votre regard d'urbaniste, d'architecte, est-ce que vous diriez la même chose que Franck Hécrat? Oui, et du coup, je vais peut-être raconter l'anecdote à laquelle il fait référence. Il s'agit en fait d'un petit atelier qu'on avait monté avec des jeunes architectes locaux pour faire un petit peu d'exploration urbaine et penser un petit peu à la planification urbaine à une certaine échelle. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller dans un des quartiers dits précaires d'Abidjan, qu'on voyait effectivement de l'extérieur comme un endroit infréquentable. Et l'une des premières choses qu'on nous a dites, que les chefs nous ont dites quand on est allé dans ce quartier, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour planifier leur habitat. Alors, on était un petit peu frustrant en tant qu'architecte, mais en fait, on a très vite compris que dans un espace où l'État ne rentre pas, les citoyens ont l'habitude de se prendre en charge. Et ils nous disaient, par exemple, vous ne savez pas construire pour nous. Et en fait, ce qu'ils disaient, in fine, c'est que vous ne connaissez pas l'économie qui nous permet de construire nos bâtiments. Donc, les solutions que vous allez proposer sont très probablement en dehors du spectre ou des solutions que nous avons l'habitude d'utiliser. Et en revanche, ce qu'on a remarqué, c'est que dans cet espace, il y avait de l'agriculture urbaine, il y avait des associations de femmes, des associations de chefs, des jeunes qui faisaient du tri collectif, il y avait de l'agriculture urbaine, il y avait un certain nombre de choses qui existaient. Et tout ce qu'ils demandaient, en fait, c'était d'être raccordés à l'infrastructure en électricité, en assainissement et en eau. Mais pour le reste, ils avaient très bien compris qu'en fait, l'État était incapable d'apporter des solutions, en fait, qui allaient pouvoir les sortir de leur environnement. Ce qui pose véritablement la question fondamentale, c'est de quel type d'urbanisme nous avons besoin besoin pour demain. Dans beaucoup de pays africains, on voit des kilomètres carrés de quartiers précaires qui sont rasés et remplacés par un habitat qui n'est complètement pas adapté à la vie de ceux qui sont censés y vivre. Et on revient quelques années plus tard et l'environnement est complètement transformé. Alors que si on prend la peine de s'appuyer sur les énergies qui existent déjà, on peut transformer nos environnements, mais de façon non seulement spectaculaire, mais à très très peu de moyens, avec très très peu de moyens. C'est-à-dire que c'est à la fois économique et humain. C'est les deux maîtres mots qui ressortent de ces expériences. Alors, le temps passe vite, et je voudrais que on refasse un tour de vous quatre avec une question qui est importante à mes yeux et qui, je sais, importe beaucoup aussi à nos auditeurs qui ont envie d'avoir vos regards. Alors, derrière tout ça, de quelle Afrique rêvez-vous qui soit à la jonction, dans laquelle le politique laisse place à l'artiste? C'est quelle Afrique et comment vous voyez cette Afrique de demain avec la jonction de ces deux points? Qui va commencer? Peut-être honneur aux dames et à vous, Sylvie, en direct de Brazzaville. Dites-nous, Sylvie, avec le micro. Ah oui, Marilyn, moi je vois une Afrique qui mettrait en avant l'art et non la politique, qu'on mette en avant l'art, qu'on investisse de plus en plus dans des projets artistiques et qu'on laisse l'artiste libre. J'aimerais parler d'une expérience que nous avons vécue ici à Brazzaville. Je crois en juillet de l'année dernière, il y a un Congolais qui vit ailleurs, dans un autre pays africain. Il est venu ici avec une équipe de cinéastes pour un grand projet avec les artistes congolais. Et ils ont eu des autorisations pour faire ce qu'ils voulaient faire. On a eu des autorisations et nous avons commencé le projet à une semaine. C'était un projet cinématographique à une semaine de tournage. Et on reçoit une convocation pour dire que voilà, le projet est arrêté. Alors qu'on parlait de la relance du cinéma congolais. Donc, le projet a été arrêté. Voyez-vous, on autorise, on interdit. Donc, moi, je voudrais un monde
plus artistique, qu'on laisse la politique de côté parce que la politique ne nous emmène que dans des terrains vraiment trop dangereux, trop violents, qu'on mette l'art en avant et avec l'art, on construirait notre monde meilleur. Le monde serait meilleur par rapport à la politique si on met la politique en avant. Ouais. Je pense que l'avenir est artistique. Maï Binebine, vous, quelle Afrique du nord au sud, puisque vous nous parlez depuis le Maroc, de quelle Afrique rêvez-vous? Comment la voyez-vous? Il y a une exposition qui a démarré à Casablanca il y a 6 mois, 8 mois. Elle est allée au musée des civilisations noires à Dakar. En ce moment, elle est à Abidjan. C'est possible. C'est possible. Pourquoi on rêve toujours de l'autre côté? Il faudrait qu'on cesse de rêver du nord. On peut rêver au sud. Et je me bats pour ça. Je me bats pour qu'on se mette à rêver du sud. Et je pense sérieusement que ça ne se fera pas sans la politique. Ça ne se fera pas sans la politique parce que l'Afrique reste une mainmise. Il y a des gens qui ont la même mise sur l'Afrique. Il y a des richesses. Je veux dire, nous sommes un gros gâteau qui intéresse tout le monde. Mais peut-être qu'on pourrait le manger ensemble, entre Africains. Ensemble, entre Africains. Une vraie politique africaine. Et je m'en réjouis. Pour une fois que je donne un satisfecit aux politiques, eh ben, je suis content que le Maroc regarde vers l'Afrique. Et moi-même, j'ai toujours rêvé d'exposer ailleurs. Eh ben, j'ai fait la Biennale de Dakar. Maintenant, j'ai envie de travailler entre nous. Et on a tout ce qu'il faut. Et donc, je rêve des États-Unis d'Afrique. Voilà. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, Maï Binebine, à propos de l'Afrique, capitale des arts, les villes africaines, on voit bien qu'on marche tout de même vers ce modèle. On y va, mais ça prendra un peu de temps à vos yeux. Ça prendra du temps et il faut qu'il n'y ait plus de décisions arbitraires. Il faut qu'il y ait des comités, qu'on fasse appel aux artistes pour réfléchir. Oui, Ils passent leur temps à réfléchir d'ailleurs, ils n'ont que ça à faire. En fait, vous dites la même chose que Sylvie, plus de poids aux artistes et que la parole artistique devienne parole politique. Est-ce que c'est aussi votre regard, Issa Diabaté, vous qui nous parlez depuis Dakar, pardon, depuis Abidjan? Dites-nous. Alors pour moi, je pense que le citoyen a les capacités de s'affranchir en fait du calendrier politique en réalité. Je pense que c'est vrai que le politique dirige la toile et le cadre, mais dans ce cadre en fait, il existe pas mal d'espaces de respiration dans lesquels nous pouvons évoluer pour pouvoir faire les choses dont nous avons envie. Pour moi, en fait, le continent dont je rêve et je pense qu'on est sur cette voie, c'est un continent d'une troisième voie en réalité. Pour moi, par exemple, je vois chez les jeunes architectes aujourd'hui, ils sont très peu intéressés par ce qui se passe à Dubaï. Ils sont de plus en plus intéressés par des projets qui ont des impacts structurants sur leur société. Et en réalité, pour eux, l'architecture aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions et de changer le monde. Donc, un bâtiment qui fait 1 kilomètre de haut, pour eux, ça n'a aucun intérêt si ça n'a pas d'impact sur l'humanité. Bien. Et alors, et Franck Ekra, vous, de quelle Afrique vous rêvez? De quelle Afrique qui soit la jonction du politique et des artistes? Et est-ce que c'est un rêve qu'on peut s'autoriser à faire de façon plus large? Qu'est-ce que vous nous dites de votre point de vue d'analyste? Que l'art est politique. Que l'art est politique et que l'art est tant et si bien politique qu'un projet d'Afrique d'après est un projet poétique. Je vais revenir à Dadier puisqu'on a commencé avec lui. Dadier a écrit un roman qui est l'autobiographie d'une génération qu'il a intitulé Klimbié. Klimbié signifie un jour, demain, peut-être. Et c'est le roman d'une espérance. Et un peu comme l'espoir de Malraux portait sur l'espérance, bien que un certain nombre de gens disent qu'il les a fait désespérer. Donc,
l'Afrique dont je rêve, elle est déjà là. Et notre conversation le montre bien. Je disais qu'elle est créative, qu'elle est résiliente, qu'elle est solidaire. J'y ajouterais un mot, je dirais qu'elle est digne. Et du cap de Bonne-Espérance à la Méditerranée, cette question de la dignité est une question essentielle. Et donc, notre Afrique est debout. Et Daddy a écrit un recueil de poèmes qu'il a intitulé Afrique debout. Donc, l'Afrique dont je rêve est debout. Alors, l'Afrique dont vous rêvez tous les quatre est debout. C'est une Afrique qu'on se souhaite mutuellement parce que c'est vrai que l'avenir de la planète dépend pour une bonne part des choix qui seront faits en Afrique, on le sent bien pour ce 22e siècle. Ce sera le mot de la fin malheureusement, je crois qu'on n'a pas du tout épuisé ce sujet, mais qu'il est intéressant de terminer sur ces notes positives. Alors avant de nous quitter tous les quatre, je voudrais remercier nos partenaires qui sont l'association Respublica via ses dynamiques et le Fonds français Muskoka. Merci infiniment à la régie de Charlie Bento, à toutes celles et ceux qui, au Monde Afrique, au monde, ont travaillé avec nous sur cette webconférence. Merci à Olivier Piot pour tous ses précieux conseils et merci à vous tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et au revoir. Au revoir Maï Binebine qui était avec nous en direct de Marrakech. À tout bientôt. À tout bientôt, comme vous dites. Au revoir Franck Ekra, parisien abidjanais. Au revoir Franck. Au revoir et à bientôt. Au revoir Issa Diabaté depuis Abidjan. Au revoir Maïline. Et au revoir Sylvie Diklos Pomos qui était avec nous depuis Brazzaville. Au revoir Sylvie. Sylvie est déjà partie. Au revoir à vous toutes et tous. Et c'était la fin, c'est la fin de l'émission du jour. Au revoir Sylvie. Merci à vous toutes. À vous au revoir et j'espère vous.